Oui, bonjour. Niklas Abroggi de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vous avez mentionné les négociations sur le SCAF avec Airbus, Airbus Defence and Space. J'ai trois petites questions. La première question, est-ce qu'un échec est vraiment pensable pour vous, possible? Et qu'est-ce qu'il y a comme plan B s'il y a un échec sur le SCAF? Deuxième question, est-ce qu'il y a assez de soutien de la politique, comme le SCAF est d'origine un projet politique franco-allemande? Et troisième question, vous avez mentionné que l'année 2040 n'est plus possible, n'est plus pensable. Vous avez mentionné que les années 2050 sont plutôt réalistes pour le SCAF. Pourriez-vous expliquer pourquoi? Merci. Oui, alors votre première question, le problème c'est de savoir ce qu'on veut dire par échec. Moi, un échec, c'est si mes forces armées ne sont pas heureuses quand je livrerai l'avion. C'est ça pour moi l'échec. Donc l'important, c'est d'être sûr qu'on est en train de construire, comme quand on fait une maison, des fondations qui soient solides. Des fondations solides nécessitent un maître d'œuvre et un architecte qui s'engage sur le fait que demain la maison sera solide parce que les fondations sont solides. Ces fondations, on les a basées sur des hypothèses simples, explicites et que tout industriel dans le monde suit, une maîtrise d'œuvre forte. C'est d'ailleurs les mêmes raisons qui nous ont conduit, Leonardo et moi, à demander à Airbus d'être strong prime, en anglais dans le terme, donc maître d'œuvre fort, pour l'Eurodrone. Ce que nous acceptons parfaitement, il n'y a pas de problème. Donc on demande simplement la réciprocité, d'être reconnu pour l'ensemble du programme NGF, qui n'est qu'un pilier du SCAF, puisque dans le SCAF, il y a le moteur, il y a le système de système, il y a tout un tas de choses à côté. Sur ce pilier-là, dans lequel nous sommes, ceux qui avons été désignés pour être le maître d'œuvre, qu'il y ait bien un respect de cette maîtrise d'œuvre, et pas simplement pour une phase 1B, mais pour être capable d'aller jusqu'au vol. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller un jour livrer des avions à des armées opérationnelles. C'est notre engagement, c'est celui qu'on prend. Et ce qu'on demande à Airbus, c'est de nous faire confiance. Ce qu'on demande aux Allemands, c'est de nous faire confiance pour que ce leadership assumé des Français de Dassault Aviation puisse s'exercer sans aucune contrainte. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à coopérer. Là aussi, on peut avoir des différences sur la matière de coopérer. Nous souhaitons coopérer, comme nous l'avons fait sur Neurone avec 6 pays, et qui a permis à faire voler un démonstrateur, ce qui est en train de se faire en ce moment sur le NGF, c'est bien d'un démonstrateur qu'on parle, de faire voler un démonstrateur qui était non seulement conforme à ses performances, mais meilleur que les performances sur lesquelles on s'était engagé, avec un leader clair qui était Dassault Aviation, architecte du sujet, une maîtrise d'ouvrage claire qui était la France avec la DGA, et d'autres pays qui coopéraient parfaitement bien et qui assumaient le rôle qu'on leur avait distribué. Donc, c'est ça qu'on souhaite comme succès. Après, si c'est pas possible, vous appelez ça un échec, moi j'appelle ça la réalité. Est-ce que c'est un projet politique? Oui, c'est un projet politique. Mais est-ce qu'un projet politique doit privilégier des contraintes politiques ou privilégier des développements qui permettent de garantir qu'on fera un haut niveau de performance à nos armées? Et le contexte se prête plutôt à se dire qu'il vaut mieux être sûr qu'on fasse un haut niveau de performance de nos armées dans un temps qui est compté. Alors j'en viens à la troisième question qui est le temps. Très certainement, j'ai un peu exagéré le trait de passer de 2040 à 2050. Mais 2040, c'était au début de l'affaire, quand tout devait s'enchaîner au millimètre près. Et on disait à l'époque que le premier vol pourrait avoir lieu fin 2025. Puis après, on a dit 2026. Puis après, on a dit 2027. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on dit, peut-être 2028. Donc déjà, on a perdu 3 ans en 2 ans. Donc si j'extrapole un programme qui dure 20 ans, vous voyez que le 10 ans que j'ai rajouté à 2040 est plutôt court. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, ce 2050 que j'ai affiché? Ça veut dire que si chaque fois, tous les 2 ans ou tous les ans, il faut rediscuter sans cesse avec son partenaire parce qu'il n'est pas d'accord avec vous, alors même que vous êtes censé être le leader, à ce moment-là, ça devient impossible. Ou sauf si on a le temps devant nous. Voilà ce que ça veut dire, mes déclarations que j'ai faites et que j'assume. Autre question ?
Pascal Saint-Amand, BFM Business. Hier, le Tempest a été présenté avec un calendrier bien plus court, 2025 pour un démonstrateur, 2035 pour un avion opérationnel. Est-ce que ça risque pas de créer, ce que disait mon confrère, un échec pour le SCAF? Si un avion concurrent arrive bien plus tôt en Europe, on a vu qu'en Europe, les Européens achetaient très facilement des avions américains. Est-ce qu'ils ne vont pas acheter très facilement des avions d'une coalition italienne et britannique? Je suis parfaitement d'accord, et ce que vient de déclarer BAE Systems est totalement en conformité avec ce que je suis en train de dire. BAE Systems est leader. Je crois que vous avez pu tous voir le Tempest, les déclarations de BAE Systems. Saab n'est pas co-contractant ou main partner ou je ne sais quoi avec BAE, c'est BAE qui est le leader. Et en tant que leader, il prend ses responsabilités, il s'engage en disant je vais faire voler un avion en 2025. On verra en 2025 quand même, hein. Ça va se rapprocher assez vite, c'est dans 3 ans. Mais il est leader. Mais moi, c'est ce que je demande, hein. Je ne demande pas mieux et je ne suis pas contre la coopération à 3 avec les Allemands et avec les Espagnols. Au contraire, je suis un de ceux qui y a été dès le début. Ce qui, pour mon groupe, est quand même assez exceptionnel. Donc, mais pas à n'importe quelle méthode d'organisation. Donc, et il y a un différent, hein, je ne dis pas que j'ai raison et que Airbus a tort, je dis qu'il y a un différent. Moi, je préconise un leadership fort de la part de Dassault pour arriver justement à aller rapidement au résultat de faire voler un démonstrateur dans lesquels les spécifications sont plus ou moins en train de s'arrêter et sur lesquels les 3 pays arrivent à se mettre d'accord. Donc maintenant, il faut aller au but. Pour aller au but, il faut un chef. Moi, je suis désolé, dans l'industrie, quand vous construisez une grande tour ou que vous construisez un Airbus, il y a un leader, il y a un bureau d'études. Ça ne veut pas dire qu'on ne coopère pas avec d'autres. On coopère tous les jours, nous, sur les Falcon aussi, mais ce sont des sous-traitants. De la même manière que moi, j'accepte d'être sous-traitant d'Airbus pour l'Eurodrone. Et il y a un leader fort. Donc Airbus s'est engagé vis-à-vis de l'OCAR. On fera tout pour nous tenir nos engagements vis-à-vis d'Airbus, pour qu'Airbus tienne ses engagements vis-à-vis de l'OCAR. C'est normal, ça me va très bien. J'ai jamais demandé à être co-développeur de l'Eurodrone. J'ai demandé un certain nombre de parties qui ont été acceptées par Airbus, et c'est logique. Et c'est ça qui fera que l'Europe sera efficace. C'est pas l'Europe de la duplication où chacun veut faire ce que l'autre a envie de faire aussi. Voilà, mais c'est ma conception, je l'assume. Hein, voilà. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ça ne soit pas ou pas un projet politique. Donc oui, BAE est leader. Comme Airbus est leader de l'Eurodrone. Il faut que sur NGF, qui je le rappelle n'est qu'un pilier, Dassault soit leader incontesté, strong prime, du NGF, reconnu par les 3 nations et par notre partenaire principal qui est Airbus. Le jour où il y a ça, il n'y a plus de problème. Et comme dirait Guillaume Faury, on n'en est pas loin. Sauf qu'on n'y est pas. Monsieur le Président, j'ai l'impression que tout vous réussit jusqu'ici. Vous vendez des Rafales comme des petits pains, vous lancez 2 Falcon en même temps dans un géant des 10X, vous tirez même élégamment d'affaire d'un conflit social extrêmement dur, mais j'ai bien l'impression qu'il y a des épreuves qui vous attendent. 2 épreuves au moins. La première, c'est ce SCAF. Est-ce que vous ne pensez pas que ce SCAF est un tissu d'impossibilité, d'incompatibilité? Les 2 pays, l'Allemagne et la France, sont incompatibles en politique de défense et en industrie. Les 2 entreprises, Airbus et Dassault, sont incompatibles. Airbus, qui n'a pas les capacités, ne veut rien entendre de votre théorie du best athlète. Alors, est-ce que vous n'avez pas, en fait, derrière l'idée, une botte de Nevers avec ce plan B? Et est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus ce que revêt ce plan B? La deuxième épreuve que je vois, c'est cette charge énorme de travail qui s'abat sur l'entreprise. Comment allez-vous faire face à cela? Est-ce que vous avez prévu un plan d'embauche? Et à quel niveau, au niveau du groupe? Et quelle spécialité attendez-vous? Quel profil?
Et surtout, est-ce que vous allez renforcer l'effectif d'atelier? Alors l'épreuve est peut-être plus difficile qu'on ne l'imagine, car vous avez en face de vous des recrutements d'ingénieurs qui vont buter sur un drôle de truc. C'est que à Super-Héros, il y a une masse d'élèves ingénieurs qui défilent maintenant, qui manifestent contre l'avion, au motif que ça fait du CO2. Pourriez-vous nous expliquer comment vous arrivez à séduire ces nouvelles populations de jeunes, s'il vous plaît? Écoutez, merci premièrement de stimuler face à toutes ces réussites les challenges à venir, puisque effectivement ce sont des vrais challenges. Je vais essayer de répondre sujet par sujet. Le premier sujet, l'incompatibilité, nous on a trouvé la solution. La solution, on vous l'a dit. Alors, c'est un leadership clair de Dassault sur le pilier 1. Si ceci n'est pas accepté, ça sera, alors on peut appeler un échec, ou voilà. Bon, il y aura donc un plan B. Quel qu'il soit, de toute manière, la nature a toujours besoin d'un plan B. On ne peut pas rester, voilà. Donc il n'y a pas de... Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, parce que le jour où j'en parlerai, j'en parlerai d'abord à mes autorités, et en particulier au ministère des Armées, etc. etc. Donc c'est pas encore l'heure d'en parler, mais croyez-moi, on y travaille activement. L'incompatibilité, alors d'abord la référence à la botte de Nevers est difficile, parce que la botte de Nevers, c'est la Gardère. La Gardère, c'est plutôt Airbus que Dassault, donc non, c'est pas une botte de Nevers. C'est tout industriel normalement fait doit être prêt à avoir un plan B. Si le plan A, je le répète aujourd'hui, c'est le NGF, c'est le SCAF. Moi, je travaille toujours à essayer de réussir dans ce domaine-là. Mais je ne vais pas accepter n'importe quoi. Et en particulier, je ne vais pas remettre en cause les hypothèses de départ, parce qu'on a un différend aujourd'hui. Donc pour moi, les choses sont claires. Je veux être placé en position de commandant de contrôle, ce que Airbus n'accepte pas aujourd'hui. Donc il faut juste régler ce problème-là. Si ça se règle, il n'y a plus de problème. Sur le deuxième sujet des embauches, vous avez raison, c'est un sujet difficile, d'autant que malgré le fait que le pays ait un fort taux de non-emploi, de chômage, pour le dire clairement, toutes les entreprises ont du mal à embaucher. Alors, je dirais presque que nous, Dassault, on a un peu de chance, mais on l'a générée, la chance, elle nous vient de notre ADN. C'est que les gens qui rentrent chez Dassault, ils aiment les avions. Et alors, ce que vous avez dit avant, qui a fait la réussite, c'est qu'il y a des avions nouveaux en cours, qu'il y a des programmes en cours, que quand vous vendez un Rafale à l'exportation, vous avez besoin quand même de développer des nouvelles versions, vous avez besoin d'envoyer des gens à l'autre bout du monde soutenir l'avion. Bref, les gens qui rentrent chez Dassault savent qu'ils vont pouvoir toucher l'avion. Vraiment le toucher, d'autant qu'en plus, on essaye de faire un peu de dynamique entre Saint-Cloud et Mérignac et Istres, ce qui permet de toucher et de sentir un peu le kérosène. Excusez-moi, nous on a encore l'amour du kérosène, mais on va se soigner et on va faire du SAF. Donc, pour répondre à votre question, oui, on a besoin de plus d'ingénieurs et de plus de compagnons dans les ateliers. On a donc un plan de recrutement qui est estimé aujourd'hui, en début d'année, quand on a vu toutes ces bonnes nouvelles arriver, à 1300 personnes pour le groupe. Aujourd'hui, à mi-année, on a déjà embauché plus de 700 personnes. Donc on a fait plus de la moitié à mi-année. C'est pas facile. On a simplifié les procédures, on a été beaucoup plus rapide. On a toujours les contraintes de confidentialité, il faut les problèmes de sécurité, on ne peut pas embaucher n'importe qui non plus, hein, on ne va pas chercher les gens en Chine par exemple. Donc effectivement c'est complexe, on a une industrie de défense pointue, mais on y arrive. Là où c'est plus difficile, et c'est ça une de mes craintes du début, c'est dans la supply chain. Ouais, j'ai la chance d'être aussi président de l'UIMM, les industries de la métallurgie, donc je vais visiter des chantiers, que ce soit dans l'aéronautique, le naval, la sidérurgie, etc. Toutes ces sociétés en territoire ont du mal à embaucher. Donc c'est là qu'il va falloir séduire les jeunes pour les ramener dans l'industrie. Et c'est pour ça que je mène une campagne pour l'industrie, pour réindustrialiser le pays, parce que je ne crois pas qu'un pays est souverain s'il n'a pas une industrie. Et une industrie, pour moi, c'est pas simplement la conception, c'est la conception, la fabrication et la chaîne de sous-traitance. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout exclusivement en France. Ça veut simplement dire qu'on a
des assets solides en France. Donc il va falloir être capable de mener une politique de réindustrialisation souhaitée par tout le monde, semble-t-il, même si depuis 20 ans on désindustrialise la France. Peut-être que le Covid a ouvert les yeux de beaucoup, tant mieux. Mais maintenant, il va falloir passer des paroles aux actes. Il va falloir aider les centres de formation, l'éducation nationale, tout ça doit être aller vers le sens de favoriser l'industrie parce qu'on en a besoin. Bon, nous, on a encore de la chance chez Dassault, je vous rassure. On a toujours un turnover extrêmement faible par rapport à la moyenne. Hein. C'est quelques démissions par an, mais vraiment, voilà. Donc les gens rentrent toujours en général après les études et finissent à la retraite. C'est une des caractéristiques de Dassault. On est une petite société, j'aime à le dire. Nous ne sommes pas des grandes sociétés comme Lockheed, Boeing ou Airbus. Nous sommes une petite société de 12 000 personnes. Tout le monde se connaît, tout le monde aime les avions. Et les super-héros qui rentrent chez nous ne manifestent pas devant chez nous parce qu'ils n'aiment pas l'avion. On vérifie quand même qu'ils aiment l'avion avant de les embaucher. C'est quand même mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas travailler à des solutions qui vont aider à la décarbonation. Tant mieux. Mais voilà, donc je suis pas... On a des beaux challenges, mais honnêtement, je préfère avoir ces challenges-là et un carnet de commandes plein qu'un carnet de commandes vide et moins de challenges de ce niveau-là. Voilà, c'est d'autres challenges, tant mieux. Hein. Ça va éviter qu'on s'endorme. On a quelques sujets sur lesquels on va avoir du mal à s'endormir. Bonjour, Sarah White du Financial Times. Je reviens aussi sur le SCAF. Donc, je voudrais savoir combien de temps vous pouvez continuer comme ça sans accord avec Airbus et si vous avez une date limite pour trancher. Et j'avais aussi une question industriellement en ce moment. Quel est votre plus grand défi? Est-ce que ce sont les chaînes d'approvisionnement et en quoi? Ou est-ce que c'est plutôt des sujets énergétiques, par exemple, qui commencent à vous préoccuper? Donc je voulais juste une vue d'ensemble sur le plus grand défi actuel. Merci. Bon, le plus grand défi, pour répondre à la deuxième question d'abord, c'est bien la supply chain. C'est s'assurer, parce que la supply chain, c'est énorme. C'est-à-dire, quand je dis supply chain, nous, on voit des rangs 1. On a l'habitude de travailler aussi beaucoup avec les PME. Mais chaque société avec qui on travaille elle-même avec des sociétés. Et quand on a eu le début de la crise avec l'Ukraine, c'était un des premiers sujets de faire un mapping de qui travaille pour qui, jusqu'à la dernière vis, le dernier boulon, etc. Parce que vous avez les approvisionnements des gros éléments, mais derrière, il y a, voilà, jusqu'à la matière. D'où vient la matière, comment on la sécurise, etc., etc. Donc ça, c'est le premier défi dans le contexte du moment de la crise ukrainienne, du Covid aussi, parce que le Covid n'a pas aidé sur les chaînes logistiques, ça a tout compliqué, et d'une certaine redistribution de qui fait quoi dans un certain nombre de domaines. Donc oui, c'est ça le numéro 1, vraiment. Sur le SCAF, je me suis déjà exprimé, donc je vais le redire. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut savoir dire go ou stop. Il faut se laisser, pour nous, jusqu'à la fin de l'année. De toutes les manières, c'est ce que j'avais déjà dit aussi. Nos équipes ont été redistribuées ailleurs, on a du boulot. Ils ne peuvent pas rester comme ça pendant 6 mois, 1 an à rien faire et à attendre qu'il y ait un deal qui se noue. Donc, moyennant quoi, elles ont été réorientées. Si jamais on trouvait un accord qui allait à tout le monde, il faudra ensuite le temps de remobiliser nos équipes là-dessus, donc de retrouver des forces vives pour y aller. Pour l'instant, elles font autre chose. Donc il faudrait aussi un certain temps avant de pouvoir mettre en vigueur ce contrat si jamais on arrivait à le signer. Voilà. Donc fin de l'année me paraît être, voilà, pour une décision dans les semaines ou 1 ou 2 mois qui viennent. Pour la fin de l'année, voilà, ça n'a rien d'un ultimatum, ça n'a rien mais je pense qu'on ne peut pas rester comme ça, le stylo en l'air, pendant des années. Pierre Tran, SLD Info. Vous avez parlé directement avec M. Guillaume Faury récemment? On se parle tous les jours, il est patron du GIFAS, j'étais patron du GIFAS avant lui et on a beaucoup de choses en commun et on a beaucoup de sujets en commun, en particulier la fameuse supply chain aéronautique qui nous inquiète tous les deux et sur lesquels on se parle beaucoup. En général, on se parle peu du SCAF. Et pourquoi? Pourquoi pas, je veux dire? Parce que mes interlocuteurs désignés sont allemands et espagnols et que Guillaume Faury n'est pas allemand ni espagnol. Petite explication?
Non mais C'est le patron. Non mais d'accord. Mais vous avez un programme dans le domaine de la défense. Donc vous avez l'Allemagne, vous avez l'Espagne, vous avez la France. Bon, il y a un champion sur le pilier 1. Vous avez un champion français qui est Dassault, et un Français qui le dirige. Vous avez en Allemagne une société qui s'appelle Airbus Defence Space, dont le patron est un Allemand, Michael Schollhorn. Ça ne veut pas dire que Guillaume n'est pas le pilote de l'ensemble, mais l'interlocuteur sur le sujet SCAF, c'est Michael Schollhorn. Et puis vous avez un autre encore en Espagne, qui est un Airbus Espagne. C'est qu'en général, quand on est tous les trois, j'ai 2 Airbus face à moi, et après je peux encore parler à Guillaume. Monsieur Fauré, il est le patron de patron. L'Allemagne et l'Espagne, et oui, il est le patron. Il n'y a pas de doute que, je suppose que, mais c'est pas à moi à m'en occuper, que ça soit Michael ou l'Espagnol. D'ailleurs, l'Espagnol, il reporte lui-même à Michael. Donc, vous voyez, c'est Airbus, il n'y a pas de doute. Hein. J'ai pas de doute sur qui pilote Airbus. Hein. Mais j'ai répondu précisément à votre question. Juste une petite question sur l'accélération des cadences de production de Rafale. Le président de la République a parlé d'économie de guerre. Comment est-ce que vous interprétez ça? Où en êtes-vous des cadences de production et jusqu'où pouvez-vous aller? Alors nous, on avait anticipé peut-être ce que le président allait dire, puisqu'on a anticipé le passage à cadence 3 du Rafale. On n'en a pas totalement besoin aujourd'hui, mais on l'a anticipé parce qu'on pense qu'on va avoir encore d'autres contrats pour aller un petit peu plus vite. Et on espère d'ailleurs avoir des contrats pour la France. On espère que la tranche 5 va être signée. Vous vous rappelez que quand même que pour la France, il y a eu décalage de livraison des avions commandés par la France, et pas pour des raisons export, pour des raisons purement budgétaires françaises. Donc la 4T2 de 28 avions, ça fait bien longtemps qu'on aurait dû la livrer à la France, et à la demande des autorités françaises, on l'a décalée, et elle ne commencera à se livrer qu'en toute fin d'année de 2022, et surtout à partir de 2023, auxquels s'ajouteront les 12 avions de remplacement des 12 Grecs qui ont été prélevés sur le stock français, et qui fera les 40. Donc ces avions sont programmés conformément à la loi de programmation militaire et aux commandes qui ont été passées. Donc s'il faut accélérer, on monte en puissance, mais il y a toujours un temps de monter en puissance. Ça peut pas, le claquement de doigts ne peut pas accélérer à ce point la livraison des avions de combat. Ça se prévoit quand même d'une certaine manière. Non pas qu'on ne pourrait pas accélérer chez Dassault, mais d'un autre côté, il y a toute la supply chain, celle dont je vous dis qu'il y a des difficultés. Donc il faut aussi que tout le monde puisse accélérer de manière synchrone. Et grosso modo, pour monter une cadence d'un point, c'est à peu près 1 an. C'est-à-dire que si vous livrez un avion en 3 ans, fabriquez un avion en 3 ans, le temps de monter une cadence, c'est 1 an de plus. Alors après, on peut faire des efforts, on peut se mobiliser, mais vous voyez, il y a pénurie de main-d'œuvre, on ne peut pas d'un seul coup doubler les chaînes de production du jour au lendemain, on n'aurait pas les bras. On ne va pas demander aux gens de travailler jour et nuit. Déjà nos salariés acceptent de faire des heures supplémentaires, et c'est très bien. D'ailleurs, ça leur permet d'augmenter un peu leur rémunération. Ils acceptent de travailler un peu plus, et tant mieux, bravo. On fait appel à l'intérim. C'est pas qu'on ait envie de faire appel à l'intérim, c'est que ça permet de gagner du temps en attendant qu'on embauche, qu'on forme, parce qu'il faut former aussi. Vous embauchez les jeunes, c'est pas parce qu'ils sortent d'école que ils savent ce que c'est qu'un avion. Donc, moyennant quoi, et voilà, il y a l'accélération qu'on vit en ce moment, il faut mais accélérer encore plus que ce qu'on fait nous, là, aujourd'hui, très précisément, ça ne sera pas simple. Mais on discute avec le ministère des Armées sur ce que veut dire économie de guerre. On débute à peine des discussions dans le sujet. Donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion sur les processus d'acquisition. On parlait tout à l'heure du SCAF. Vous voyez, pourquoi le neurone, ça a été vite ? Parce qu'on nous a commandé le neurone, le démonstrateur neurone, on nous l'a commandé pour aller jusqu'au premier vol, y compris la campagne d'essai. On ne nous a pas fait une phase 1A, une phase 1B, une phase 2, et à chaque fois des discussions sans fin entre chaque phase. On aurait passé tous ces contrats-là dès le début, ça aurait été plus vite. Donc il y a aussi une manière de mieux contractualiser et d'aller plus rapidement au résultat. Donc c'est pas simplement les industriels, c'est les industriels avec la DGA, avec le ministère des Armées, avec le budget. Il faut avoir le budget aussi.
Donc c'est une grande réflexion qui démarre. Dites-moi si je me trompe, mais lorsque j'ai vu à la télévision les 2 Rafales s'accrocher en vol et atterrir sans problème, j'ai cru comprendre pourquoi vous vous accrochiez tant à vos commandes de vol, parce qu'elles doivent être drôlement costauds, vos commandes de vol, parce que les 2 avions ont atterri comme si ça n'était rien passé. J'aime autant vous dire que je pense que là, plus que les commandes de vol, c'est le trèfle à 4 feuilles qui a fonctionné, parce que ils ont eu beaucoup de chance. Ça aurait pu beaucoup plus mal finir. Ils ont eu beaucoup de chance et effectivement, vous avez raison, malgré les dégâts, ils ont pu rentrer en vol jusqu'à voilà. Donc c'est miraculeux. On est très fiers de nos commandes de vol, vous le savez bien. Donc, mais on en est très fiers parce que c'est une des pierres angulaires qui a été voulue par Marcel Dassault, sur lesquelles on a développé nos capacités. On développe nos composants, on développe nos cartes électroniques, on développe nos cerveaux-commandes, on développe l'architecture, et tout ça est intégré dès le départ avec la conception du bureau d'études. C'est unique dans le monde, même les Américains reconnaissent que c'est l'endroit où on est les meilleurs au monde. Donc c'est pour ça qu'on en est très fiers. Bon, tant mieux que ça puisse permettre de sauver des avions. Ça permet surtout de faire des avions performants. Pas simplement les Rafales d'ailleurs, hein, mais aussi nos Falcons. Bien, je pense qu'on a épuisé la liste de questions pour cet été. En général, c'est un petit peu plus constant au mois de mars, quand on a les résultats finaux. Mais enfin là, le mérite, c'était quand même cette prise de commande exceptionnelle. Je pense qu'on n'aura pas des semestres comme ça tous les ans. Voilà. Merci à vous, et puis passez un bel été, studieux ou en vacances pour ceux qui pourront en prendre. Et il faut de temps en temps en prendre pour se reposer la tête. Merci à vous. Bonne soirée.